Donc, sur ce format Live AFF, on se disait que c'était important de donner la parole aux fundraisers et d'appeler à des témoignages autour de thématiques d'actu. Donc, aujourd'hui, on se retrouve autour d'une question qui interroge beaucoup d'associations et de fondations. Faut-il maintenir ou non sa campagne de collecte lorsqu'on est une cause qui est un peu éloignée des sujets de santé ou du Covid? On va répartir le temps et donner la parole successivement d'abord à Marie-Ève Lhuillier, qui est directrice de la collecte de fonds chez Greenpeace France, et ensuite c'est Vincent Créalet, directeur de la collecte d'Action contre la faim, qui témoignera, et on terminera avec Olivier Louc, donc directeur de la recherche de fonds pour les petits frères des pauvres. Vous avez vu, on a coupé le son et les vidéos des participants, mais l'idée c'est d'interagir quand même. Donc vous pouvez faire remonter vos questions à Héloïse. Elle va vous expliquer les modalités de ces procédures de questions-réponses. Puis on aura comme ça 3 temps de questions-réponses après chaque témoignage et peut-être un échange plus collectif à la fin. On est ensemble pour une demi-heure. On peut déborder un tout petit peu, mais c'est vrai que tout le monde est assez pris par des dossiers à rendre, des choses assez urgentes. Donc, on va essayer de tenir à peu près le timing. Donc, Héloïse, je te laisse expliquer un peu la modalité pour les questions-réponses et puis on lance ces témoignages. Merci. Oui, c'est très simple. Donc, en fait, comme on est maintenant plus de 240 bientôt, je vous invite donc à poser vos questions dans l'espace qui est en bas de votre écran, là où il y a écrit Q et R, pour que je puisse avoir une idée de toutes les questions que vous voulez aborder. Et puis, au fur et à mesure, je les ferai remonter donc, à Marie-Ève, Vincent et Olivier. Et puis après, on peut aussi échanger dans l'espace conversation, mais voilà, le mieux, c'est de privilégier vos questions dans l'espace Q&R. Voilà, c'est tout simple. Et puis, je reprendrai comme ça la parole de temps en temps pour poser les questions à Marie-Ève, Olivier et Vincent. Donc voilà, je te laisse commencer, Marie-Ève. Super. Ok. Merci, bonjour à tous. Effectivement, d'habitude, quand on utilise Zoom, on voit tous les participants. Donc là, on a la liste des participants, mais voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est assez génial. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment ça se passe chez Greenpeace, sachant qu'effectivement, nous ne sommes pas... notre activité n'est pas directement liée à la crise sanitaire puisque nous sommes une association de défense de l'environnement. Alors, nous, la crise, elle a commencé un peu avant, en tout cas avant le confinement, parce que une de nos sources d'acquisition, c'est le face-à-face en rue. Et nous avions une mission qui se déroulait dans les universités du Grand Est de la France. Et la semaine qui a précédé le confinement, en début de semaine, on a été avertis par une nouvelle donatrice qui nous a appelé pour nous dire qu'elle venait d'être testée positive et qu'elle avait rencontré une de nos équipes dans sa fac la semaine d'avant. Donc tout ça est devenu plus réel pour nous. Alors qu'en France, de façon générale, le sujet n'était pas encore aussi brûlant. Et donc, on a dû prendre des mesures immédiates, mettre les équipes à l'arrêt et pour les protéger. Et puis, prendre très rapidement la décision d'arrêter toutes les équipes qui étaient en rue, sachant que nous mettons en œuvre ces campagnes-là directement avec nos propres équipes. Nous ne travaillons pas avec des prestataires de street. Du coup, on a décidé, la direction de Greenpeace, on a décidé de mettre les équipes en télétravail avant la décision de confinement, ce qui fait qu'on était déjà en télétravail quand l'annonce a été faite le lundi. Alors, nous, on a l'habitude du télétravail qui est assez développé chez Greenpeace, mais là, c'est quand même un challenge parce que là, c'est tout le monde en 100% télétravail et c'est 100% des équipes. Donc, comme pour vous tous, c'est challengeant. Donc, l'avantage, c'est qu'on a déjà les outils, une certaine habitude de travailler de cette façon, mais c'est assez éprouvant et ça pose
beaucoup de questions. D'ailleurs, ça pourrait aussi être une idée pour la FF de faire peut-être un séminaire, un live sur les questions de management. Je ne sais pas s'il y aurait un intérêt, mais bon, voilà, petite parenthèse. Ce qu'on a mis en place chez Greenpeace, c'est une équipe Rapid Response. Donc, c'est une équipe qui s'est constituée pour gérer le sujet, enfin la crise, avec une représentation de tous les métiers. Donc, la crise, c'était la dimension d'organisation, avec l'IT, l'office management, etc. C'est aussi les questions RH, sont les questions de campagne, puisque nous sommes une organisation de campaigning, donc il a fallu et il faut adapter nos campagnes. Tous les calendriers de nos différentes campagnes ont été revus. Les grands événements internationaux s'annulent les uns après les autres, les grands rendez-vous. Les décisions de justice aussi, tout est on hold ou décalé. Donc, il faut s'adapter. Et puis, bien sûr, la collecte. On a, à partir de la déclaration de confinement, on a bien sûr tout mis à l'arrêt, toutes les communications sortantes. Mais voilà, en 24 heures, on s'est organisé. On a décidé qu'il fallait d'abord garder un lien avec nos communautés. Et on a envoyé un premier email le mercredi à nos donateurs et à nos supporters, sachant que nous, on a une grosse base de supporters, de gens qui signent des pétitions, des pledges. Et c'était un email vraiment très, très relationnel pour s'enquérir du bien-être, de la santé, même si on était au tout début, et du confort moral de nos communautés, et puis leur proposer du contenu pour s'occuper pour ceux qui étaient en arrêt d'activité, ou aussi pour se détendre et se changer les idées. Et on a reçu notre record de réponses dans notre équipe Relations Donateurs. On n'avait jamais reçu autant de réponses et c'était que des réponses hyper, hyper positives. Donc, on confirmait que nos audiences étaient dispo et qu'elles avaient vraiment apprécié d'avoir de nos nouvelles sur ce ton-là. Et depuis, on reprend progressivement le rythme, un rythme plus normal de communication et avec des appels à dons. Donc le street, on l'a bien sûr, donc vous l'avez compris, arrêté. Il est arrêté pour tout le secteur. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre? C'est une grande question, et sous quelle modalité? Donc, il a fallu aussi continuer et en tout cas, c'est ce qu'on a décidé de faire, continuer nos autres sources de recrutement de donateurs, qui sont notamment donc les signatures de pétitions et puis la conversion par télémarketing. Donc là aussi, on a mis en hold pendant quelques jours, 3-4 jours. Et puis on a repris progressivement. Nos agences de télémarketing étaient prêtes à mettre leurs équipes en télétravail, donc ça c'était chouette, ou à les faire travailler dans les meilleures conditions. Mais en tout cas, nous, nos agences étaient pour l'acquisition étaient prêtes. Et quand on a repris les appels, on a fait des écoutes. On a été hyper vigilants à la réception. Et jusqu'à aujourd'hui, les appels se passent très bien et on a même des taux de conversion qui sont supérieurs à la moyenne annuelle. Donc ça, c'est très encourageant. Alors, on a adapté les scripts, bien évidemment. On commence les discussions en demandant aux gens comment ils vont, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce que ça va, et assez rapidement et naturellement, on embraye sur nos campagnes. Donc ça c'est vraiment un point très positif et encourageant. Et ça nous permet de monitorer le fait d'avoir les gens au téléphone, leur état d'esprit vis-à-vis de nous et la réceptivité de nos messages. On continue aussi le marketing direct, sachant que notre journal donateur devait être déposé, a été déposé le 30 mars. Alors avec des péripéties, parce que comme vous avez dû aussi être confrontés, certaines usines ont dû fermer. Donc on a dû changer de prestataire, on a prié pour que le centre de tri soit ouvert, mais bon, le message est parti. Et entre-temps, on a réussi à glisser à l'intérieur un petit papillon, un petit message
signé par notre DG, qui expliquait pourquoi est-ce qu'on continuait d'envoyer cette newsletter, pourquoi elle ne parlait pas du Covid, parce qu'on l'avait écrite il y a déjà avant le début de la crise, etc. Et puis, on a notre prochain message de feed qui partira au mois d'avril et dont le contenu est un peu on hold parce que on avait une grosse actu de campagne qui devait sortir au mois d'avril et qu'on ne sait pas trop si on va la sortir ou pas. Donc, on a travaillé 2 contenus différents et on attendra jusqu'au dernier moment pour lancer la production. La question maintenant, c'est notre capacité à recevoir et à traiter les chèques. Donc Karine, j'ai vu que Karine était là, Karine Dédis, qui est notre prestataire de Fool. Donc on est soumis, comme tous, aux difficultés d'acheminement et au ralentissement de l'acheminement du courrier. Et puis, il se trouve, nous, que le guichet de notre banque a fermé. Donc pour le moment, on ne peut plus faire de remise en banque. Bon. On verra. C'est trop tôt de toute façon pour le moment pour en tout cas tirer des conclusions. Tout est complètement hors norme. Donc, du coup, ça fait lien avec un autre point que je voulais aborder avec vous, c'est que moi, j'ai décidé que pour le moment, je ne refaisais aucun plan pour le reste de l'année. Je sais déjà que certaines ressources ne viendront pas. Donc, l'acquisition, les missions de streets qui n'ont pas lieu, elles ne généreront aucun nouveau donateur et aucune ressource. Donc ça, c'est clair. Mais pour le reste, je n'ai pas de boule de cristal. Ça fait jamais que 2 semaines et demie qu'on est confiné et que le pays est en bonne partie à l'arrêt. Et que par ailleurs, le monitoring que nous avons auprès de nos donateurs est positif. Le don en ligne, à partir du moment où on a repris des communications et des publications, a retrouvé les courbes normales. Donc, on verra. En revanche, ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on ne collectera pas maintenant, il sera très difficile de le récupérer d'ici la fin de l'année. Ce qui fait que je terminerai peut-être là avant de passer la parole aux autres, c'est que, en tout cas, moi, mon conseil, c'est pour répondre simplement à la question générale, c'est non, il ne faut surtout pas arrêter, il faut adapter, il faut communiquer, raconter ce qui se passe, même si votre activité n'a rien à voir avec le Covid. J'ai une copine qui travaille dans une école d'ingénieurs. Ils ont expliqué comment, à leurs donateurs, comment ils mettaient en place la continuité pédagogique pour les étudiants, etc. Donc, du contenu, vous en avez forcément. Partagez vos inquiétudes pour aussi justifier que vous continuez à appeler à dons, etc. Mais n'arrêtez surtout pas. Voilà. Merci Marie-Ève. J'en profite. Alors, il y a quelques questions, je pense, spécifiques à Greenpeace. En tout cas, j'ai une question de par quelle entreprise de télémarketing passez-vous C'est Edis, c'est ça? Non, alors, Edis, c'est notre prestataire de fulfillment. Et je ne sais pas si c'est le lieu, en fait, de faire la promotion des prestataires. Mais je pourrais répondre ailleurs. Ça marche. Sinon, il y a une demande aussi sur est-ce que vous utilisez des outils collaboratifs en mode SaaS de type Trello ou Asana, mais bon, c'est un peu la même chose. Et sinon, une autre question, finalement, quelle est votre rhétorique soutenant le pourquoi il faut continuer à soutenir notre cause malgré le Covid? Eh bien, moi personnellement, je suis convaincue par la mission sociale de l'association et de la nécessité de notre combat. Alors, il y a un lien, bien sûr, entre le climat et la crise climatique et le Covid. Il y en a plusieurs, des liens de causalité, des parallèles ou une lecture de la gestion de crise. Mais même en dehors de ça, en fait, c'est pas parce qu'on est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire que les sujets qui nous tiennent à cœur vont être mis de côté. Donc, il y a un temps, bien sûr, de stupéfaction, il y a un temps de sidération qu'on vit tous. Là, on passe tous par des étapes différentes. Mais si votre mission sociale est légitime, la légitimité de l'appel à dons persiste.
Et encore plus si vous êtes inquiet quant à sa continuité et à son financement. D'où, moi, mon conseil de communiquer avec vos audiences de façon la plus transparente possible sur comment vous-même, comment votre organisation fait face aussi à la crise et à l'après, en fait. Merci. Et sinon, il y avait une dernière question, mais je pense qu'il y a du coup à laquelle vous pouvez répondre tous les trois aussi. Vous avez, j'imagine, tous un point de vue. C'est y a-t-il de Est-ce que tu m'as pas bien entendu, Marie-Ève? Non, pas du tout. Je disais donc, oui, il y a un petit problème de communication. Il y a une question à laquelle vous pouvez répondre tous les trois. C'est finalement, y a-t-il de meilleures méthodes de collecte à privilégier face à cette crise? La meilleure, c'est la vôtre. Enfin... C'est propre à chacun. Nous, par exemple, on fait absolument pas de street, donc la question, elle venait pas de là. On a préféré faire plus de choses sur le digital. J'en parlerai plus tard, moi, donc voilà. Nous, on a trouvé que c'était le digital qui était le plus légitime, en tous les cas pour nous. Et celle qui... Vincent, tu veux poursuivre? Oui, je veux bien poursuivre. Bonjour, moi, je vais rebondir aussi sur la conclusion de Marie-Ève pour mon introduction, parce qu'effectivement, je pense que clairement, le choix qui a été fait par ACF et mon choix personnel aussi, c'est de dire il ne faut pas arrêter les opérations de collecte. Alors, il se trouve qu'à ACF, il y a un lien qui n'est pas complètement évident, mais qui existe quand même avec ce qui se passe actuellement. Mais même s'il n'y avait pas de lien, je pense que c'est important que le lien qui unit en tout cas les donateurs, les contacts, les entreprises avec la cause, il faut l'entretenir. Et effectivement, je pense que c'est très clair, il faut… tout le monde est capable de comprendre que la difficulté que vont rencontrer toutes les entreprises aujourd'hui à la sortie de la crise, les associations risquent de le rencontrer encore plus fortement. Et donc, ce lien-là, il faut l'entretenir, il faut effectivement faire en sorte de développer la relation. Si elle était déjà forte, il faut la consolider. Et éventuellement, c'est l'occasion aussi de développer de nouvelles relations avec des donateurs et supporters, pour reprendre la nomenclature Greenpeace. Côté ACF, ce qu'on a surtout regardé, évidemment, de même que pour le street, que pour Greenpeace, le street a été obligé de s'arrêter à un moment ou à un autre, mais on a aussi une partie de collecte qui est réalisée par des événements. Et ça, des événements en physique et en présentiel, donc ça devient extrêmement compliqué de les maintenir. Donc dès le départ, on a commencé un peu à faire le point sur ce qu'on pourrait conserver, ce qu'on ne pourrait pas conserver. Et donc, on a revu très, très vite le budget à la baisse en étant extrêmement conservateur parce qu'on savait qu'il y avait un risque. Voilà, on voulait intégrer le risque important sur la collecte. Après, une fois que ça a été fait, on a regardé tout ce qui devait être annulé. Il y en a, des choses qui sont annulées. Et puis, on a essayé justement de réfléchir, quelles vont être les solutions de remplacement à ces événements qu'on va être obligé d'annuler, type courses et autres. Ça, malheureusement, on ne peut pas les tenir. Et puis ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir aux personnes qui étaient censées participer ou donner comme occasion, comme moyen pour pouvoir continuer de soutenir éventuellement ou se mobiliser. Ça concernait aussi notamment les entreprises. Et puis ensuite, on a très vite contacté nos donateurs, cette fois-ci le grand public. Sur le digital, sur le papier, on a fait comme Greenpeace, on a mis un papillon dans une communication qui partait en mars. Donc on a in extremis, on a rajouté un petit papillon. En avril, on a un mailing d'urgence qui part. Et puis on a communiqué pas mal au niveau digital. Les premières communications digitales qu'on a pu faire, c'était vraiment de dire le Covid, ça crée des difficultés. Vous le voyez, mais ça nous crée des difficultés à nous également. Et donc, on est obligé d'arrêter certains événements de collecte, on est obligé de mettre les choses à plat. Donc, il ne faut surtout pas nous lâcher, ce n'est pas le moment. Donc, je pense que cette transparence-là, elle est importante. C'est aussi ça le lien fort qu'il y a entre les causes et les supporters. Donc, ça, on a pas mal intensifié toute la partie digitale. Et il s'avère qu'il y a un lien assez fort avec notre cause, puisque
On a démarré des missions en France auprès des plus démunis, justement sur ces activités d'hygiène, d'eau et de distribution de kits d'hygiène notamment. Et ensuite, ce qu'on fait nous sur le terrain, il y a un énorme volet sur tout ce qui est eau et assainissement. Et donc, on a été amené à travailler sur ce type de crise dans pas mal de nos pays d'intervention. Et donc, on a juste rappelé aux donateurs et aussi au grand public d'ailleurs, un petit peu, que notre mission, elle était intimement liée à ce qui se passait actuellement. C'est moins évident au départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu cet afflux qu'ont pu connaître, par exemple, la Fondation de France après l'événement, et puis même aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, c'est massif, hein, c'est extraordinaire. Mais ça commence à venir. Alors, on est loin de ces montants-là, mais par contre, on sent qu'il commence à y avoir une émulation. On sent que ça commence à bouger fortement, et le digital nous aide beaucoup pour ça. Et donc, effectivement, je pense que cet effort de pédagogie, il a été aussi important parce qu'on a expliqué aussi pourquoi on était extrêmement concernés par la crise qu'on vivait tous et pourquoi les pays dans lesquels on travaillait, nous, et notamment si on prenait l'exemple des pays d'Afrique, allaient subir de plein fouet cette crise lorsque nous en sortirions et que pour autant, on allait devoir pouvoir aller intervenir sur le terrain. Donc, c'était très important et je pense qu'il y a un énorme effort de pédagogie qui a été fait. Aujourd'hui, on verra le résultat, on ne peut pas trop le dire, hein, comme Marie-Ève, nous, on n'a pas tant bouleversé nos plans sur le reste de l'année. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne croit pas un instant qu'il y aura un basculement, c'est-à-dire que les dons qui n'ont pas été faits, on ne pense pas qu'on les récupérera. Voilà. Et je pense que les années précédentes ont montré aussi ça. Il y a eu quand même 2019, il y a eu Notre-Dame, il y a eu ce qui s'est passé en Australie. On a vu que ça a généré quand même des afflux de dons qui étaient massifs, qui étaient considérables. Il n'est pas évident qu'il y ait eu des rattrapages derrière. Voilà. En tout cas, de ces dons qui ont été faits, le pouvoir de don n'est pas forcément extensible à ce point-là. Donc, on garde quand même une certaine confiance malgré tout parce qu'on a mis en place des opérations qui devraient tenir la route. On espère, nous, que le street va reprendre très rapidement. Voilà. Mais quand je dis très rapidement, ça sera en sortie de crise. Si la crise se terminait, si le confinement se terminait en mai, en juin, ça, on ne peut pas le savoir, quoi. Mais en tout cas, oui, on compte beaucoup là-dessus. Et puis, pareil, on a aussi intensifié le téléphone, le télémarketing, pas mal. Pour Action contre la faim. Merci Vincent. Alors j'ai vu qu'il y a un certain nombre de questions autour de la collecte auprès des entreprises. Je peux en donner une parmi d'autres. On parle énormément de stratégie de collecte, de financement participatif. Grand absent dans ce contexte, le mécénat entreprise. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pardon, moi j'ai un petit problème de connexion. Le genre de questions, je ne sais pas si c'est toi ou moi, mais en tout cas, on n'a pas bien entendu. Mais en tout cas, non, le mécénat entreprise, il n'est pas absent, je ne pense pas. Encore une fois, aujourd'hui, ce qui a fait la une de l'actualité, c'était notamment la Fondation de France. Ils ont eu énormément de contacts d'entreprises qui souhaitaient mettre en place des partenariats, faire des dons, etc. Après, je pense que c'est l'occasion de consolider ces liens lorsqu'ils existent, clairement. Et ça se fait dans un deuxième temps, effectivement, mais parce que c'est un petit peu différent des crises qu'on a eu l'habitude de voir, médiatisées. Lorsqu'il y a un tremblement de terre, c'est assez évident et donc tout le monde a envie de se mobiliser tout de suite. Là, c'est quand même une crise qui dure et qui va durer, dans laquelle on est concerné. Et je pense que les entreprises, la première chose qu'elles ont faite, c'est essayer de réfléchir à comment aménager leur travail, à comment aménager le travail de leurs salariés. Elles ont des contraintes extrêmement fortes. Et puis, dans un deuxième temps, on revient à ces notions de partenariat. Je pense que ça revient. Nous, on en a de plus en plus aussi. Olivier, je pense, en parlera aussi, puisqu'il a commencé tout à l'heure. Et on en a de plus en plus. Et donc, on a de plus en plus d'entreprises en appel entrant qui nous contactent pour mettre en place des choses, des collectes pour nous. Donc, je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer. Hein. Ouais.
Et il y a aussi le sujet qui a été évoqué de la prospection. Du coup, comment vous, voilà, quelle posture vous avez? Sur la prospection papier? Ouais, prospection tout court. Ouais, prospection tout court. Ouais. Ouais, la prospection tout court, bah, ça dépend vraiment du canal qu'on utilise. C'est vrai que là, aujourd'hui, il se trouve qu'on n'avait pas vraiment, nous, de grandes campagnes de prospection papier, donc ça sera un peu plus tard. Donc, y a pas, on n'est pas tellement concerné. Non, la prospection qui nous touche le plus, c'est le street. C'est le street. Donc ça, on attend de voir comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est vrai qu'on fait moins de prospection. Merci. Est-ce que tu veux continuer, Olivier, ou est-ce que Vincent, tu as… Ok, d'accord. Je vais aller dans le sens de ce qu'ont dit Marie-Ève et Vincent. Je me retrouve complètement dans leurs propos, et notamment dans celui de Marie-Ève quand elle disait qu'il fallait raconter tout simplement aux donateurs ce qu'on était en train de faire. Alors, chez les petits frères des pauvres, vous le savez, ou pas d'ailleurs, la grande chose qu'on fait, c'est apporter du lien aux personnes âgées les plus seules et les plus démunies. Et évidemment, le lien avec le Covid-19 n'est pas forcément hyper évident à la base, sauf que les personnes âgées sont une des catégories des personnes les plus touchées par la maladie. Donc forcément, la première chose qu'on a été obligé de faire, c'est d'adapter notre action à ce qui se passait sur le terrain. La plupart de nos bénévoles sont des gens âgés, des gens de plus de 70 ans, donc difficile de les envoyer voir des personnes elles-mêmes encore plus âgées et donc de transmettre le virus. De fait, le petit lien social qu'il y avait entre les bénévoles et les personnes âgées, il a fallu l'arrêter. À ça, c'est rajouter la question de comment faire ses courses, comment avoir ses médicaments. Donc, la première chose que les équipes de terrain ont commencé à faire, c'est de se mobiliser pour sécuriser, mettre à l'abri au maximum les personnes âgées qu'on accompagne et protéger les bénévoles et malgré tout garder le lien. Donc, forcément, c'est le téléphone qui a été privilégié. Aujourd'hui, un bénévole peut appeler 2 voire 3 fois par jour une personne âgée. Pas seulement pour s'inquiéter de sa santé, puisque, bon, a priori, si le matin elle va bien, le soir elle va bien aussi. En tous les cas, on peut l'espérer. Mais surtout pour éviter qu'elles se sentent encore plus seules qu'elles ne le sont déjà, je dirais, dans la vie de tous les jours. Et donc, toute cette machine qui n'était pas du tout la nôtre chez les petits frères des pauvres, nous, on a décidé de la raconter aux donateurs en leur disant, voilà, aujourd'hui, on est face à une crise, on ne connaît pas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir besoin de se mobiliser, ça va nous coûter, et il faut que vous nous souteniez pour qu'on puisse protéger les personnes âgées qu'on accompagne. Total, on a décidé plutôt je dirais, de communiquer plus, évidemment de s'adapter parce que le premier jour du confinement, c'était le jour de dépôt poste du magazine Donateur. Pas de question à se poser, hein. La question d'arrêter le lancement ne s'est même pas posée. On a laissé partir le magazine. En revanche, toutes les communications qui étaient prévues par la suite, on y a ajouté, comme vous, un flyer de dernière minute sur le Covid où le président et la DG parlent de ce qu'on fait. En tout cas, essaye de faire comprendre aux donateurs que même si spontanément, Petit Frère des Pauvres et Covid-19, ce n'est pas intimement lié, pour autant, on fait quelque chose et on a besoin de leur soutien. Alors, ce qui est apparu assez étonnamment chez nous, c'est qu'on a lancé des recherches de fonds auprès d'entreprises et du mécénat d'entreprises il y a maintenant un an et demi. Ça a démarré de manière sympathique, mais vous ne pouvez pas encore en parler comme un vrai relais de croissance en termes de collecte. Comme Marie-Ève et Vincent, je crains que tout ce qu'on ne collectera pas maintenant, on ne le retrouve pas en fin d'année. Moi non plus, je n'ai pas de boule de cristal. La seule chose qui me fait espérer qu'on va peut-être pouvoir se rattraper un tout petit peu en fin d'année, c'est qu'on organise des réveillons de Noël et qu'on compte un peu sur l'effet magie de Noël pour que les gens se mobilisent. Pour autant, ce qui va se passer entre maintenant et Noël, j'ai un peu peur que ce qui est perdu soit perdu.
Donc, on a, en fonction de nos besoins, appelé des grandes entreprises, parfois pour des choses très techniques. Notamment, on avait contacté la Fondation Vinci pour avoir des masques, puisqu'elles en utilisent sur les chantiers. Et on s'est dit que ça pouvait éventuellement être utilisé dans les établissements des petits frères des pauvres, puisque là, on a du personnel qui va au contact des personnes âgées. Et ça n'a pas été un rendez-vous qui a a priori comme ça à la fin du rendez-vous par Teams en plus, puisque c'était le deuxième jour du confinement, qui a priori n'avait pas donné un élan particulièrement intéressé par Vinci, même s'ils avaient trouvé que notre action était intéressante. Mais voilà, au cours du rendez-vous, on n'avait pas senti, enfin en tous les cas, on ne pensait pas qu'ils avaient été très intéressés. Et notre directrice générale a été interviewée par France Télévisions et on a beaucoup travaillé la question des réseaux sociaux, de la presse et du plaidoyer. Et le DG de la Fondation Vinci était devant son poste de télévision quand Armelle de Guibert a pris la parole et a expliqué concrètement ce que les équipes de terrain faisaient auprès des personnes âgées. Et il a pris son téléphone, il a appelé Armelle de Guibert pour lui annoncer qu'il nous soutenait à hauteur de 100 000 euros. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, même si on ne s'attend pas forcément et qu'on fait des rendez-vous et qu'on pense que c'est un peu une pierre jetée dans l'eau. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un coup de fil et d'avoir une bonne surprise. Donc, c'est pour ça que je dirais, d'abord, il ne faut pas arrêter de communiquer. Il faut communiquer différemment, il faut s'adapter. Il faut peut-être travailler un peu, je dirais, tout ce qu'on fait en termes de collecte, pas se focuser uniquement sur le digital parce qu'aujourd'hui, on sait que le courrier il a du mal à être acheminé, donc abandonner totalement ces mailings papier au profit que le digital et laisser tomber le mécénat entreprise. On sait que les entreprises ont des difficultés. Évidemment, on n'a pas le succès de la Fondation de France, mais je pense qu'on a tous une carte à jouer si tant est qu'on trouve le bon moyen de convaincre les entreprises, les donateurs du bien fondé de notre action. Et si on y croit et si on arrive à faire comprendre que ce qu'on fait, c'est légitime, surtout en cette période, alors je pense que la collecte, elle suit. Probablement pas comme on le voudrait, mais elle suit quand même. Voilà. Merci Olivier. Marie-Ève, tu veux prendre la parole? Oui, je rebondis et je fais le lien avec des questions. D'ailleurs, Vincent et Olivier, vous pouvez aussi répondre aux questions qui sont posées dans le Q&R en bas, là. Il y a plusieurs questions sur le secteur culturel, sur le mécénat d'entreprise et aussi un fonds de dotation dédié au métier de l'artisanat et de la mode. Alors, pour faire simple, une réponse, moi je pense que vous devez communiquer, que vous soyez donc une institution culturelle ou un fonds de dotation dédié à des métiers, sur ce qui se passe en fait dans votre institution. Vous êtes un musée, vous êtes un orchestre, vous êtes je ne sais quoi. Et vous aussi, vous avez un impact. Vous aussi, peut-être que vous avez mis en place des choses exceptionnelles pour votre public. Je pense aux orchestres qui font des diffusions sur Zoom, qui produisent des contenus, les musées qui mettent qui donnent accès gratuitement à des visites virtuelles ou j'en sais rien. Donc, du contenu, vous en avez peut-être, j'espère. Et si vous n'en avez pas, racontez ce qui se passe tout simplement dans votre organisation et l'impact que ça a. Une fermeture, c'est un impact sur les ventes, sur la billetterie, sur les ressources, les inquiétudes, savoir quand vous allez pouvoir reprendre parce que quand on est... peut-être que les institutions culturelles seront parmi les lieux à réouvrir en dernier parce que jugés non prioritaires, j'en sais rien. Mais vous avez sans doute des choses à raconter. Donc, commencez par raconter un peu ce qui se passe, peut-être sans appel à dons, et puis reprenez dès les messages suivants, réintroduisez des appels à dons. Parce que vous aurez besoin et vous pouvez simplement dire que vous comptez, vous les remercier d'abord de leur soutien et vous espérez qu'ils sont toujours en capacité de vous soutenir demain. Sur les entreprises,
Alors, nous, on ne fait pas de partenariat entreprise parce que Greenpeace veut maintenir son indépendance de dénonciation des pratiques, y compris des entreprises. Mais on a des grands donateurs et on a des testateurs. Ce que je recommanderais de faire aussi donc, pour les entreprises et pour vos mécènes ou vos prospects connus, c'est de les appeler pour savoir comment ça se passe chez eux. Vérifier qu'ils vont bien, et pour les entreprises, ça va vous permettre de prendre la température de l'impact de la crise sur l'activité de l'entreprise. Et en fonction de la réponse, vous aurez votre réponse sur est-ce que je développe un argumentaire de collecte maintenant, si j'ai un besoin à pourvoir maintenant, ou est-ce que je sens bien que là, il y a un impact économique important, voire sévère, et vous les rappellerez et maintenez le lien, rappelez-les régulièrement pour vous enquérir de la bonne santé de l'entreprise. Moi, ce serait mon conseil, et je pense que tous les gens que vous aurez au téléphone vous seront, ou à minima par email, se souviendront que vous êtes enquis de leur santé quand ce sont des individus, et aussi de l'impact que ça peut avoir sur le mécène. Et le dernier point sur le fonds de dotation dans l'industrie, qui parle des métiers de l'industrie, de la mode, etc. Pareil, raconter un peu ce qui se passe, les risques aussi, les risques économiques pour ces métiers qui sont sans doute à l'arrêt. Vous pouvez du contenu, je suis sûre que vous pouvez en trouver, même si ce n'est pas directement le vôtre. Moi, je pense à ces industries qui s'adaptent et qui se sont mises à produire des masques, que ce soit chez Hermès, Petit Bateau, des nouvelles, des petits créateurs, des gens qui ont relocalisé en France. Peut-être vous pouvez parler de ça aussi, des enjeux économiques que cette crise fait ressurgir. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter à partager tout aussi vos questionnements et les impacts plus ou moins évidents et à éclairer justement vos audiences sur ces impacts. Merci Marie-Ève. Alors, moi je voulais juste dire, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais en fait en parlant ou même pendant que les autres parlaient, je n'ai pas vu qu'il y avait les Q&A, donc désolé s'il y a des réponses qui n'ont pas été données, j'avais pas vu ça en fait. Donc s'il y a des questions qui reviennent, on peut les poser maintenant. Alors en attendant, moi je pourrais peut-être parler d'un truc que nous, on a souhaité faire aussi, c'est aussi prendre des nouvelles de nos donateurs et particulièrement aussi des testateurs. Donc, ces gens qui sont âgés eux-mêmes et qui étaient aussi une, cible possible pour le Covid. Donc, nous, on a décidé de les appeler quasiment tous un à un, vraiment, mais pour prendre de leurs nouvelles. Et vraiment, l'idée n'était pas du tout il n'y avait pas d'arrière-pensée, je dirais, marketing derrière. C'était vraiment, le but, c'était de prendre de leurs nouvelles et en fait, cet appel a été très, très apprécié. Et je crois que c'est intéressant aussi en ce moment de mettre un peu de valeur dans nos relations avec les donateurs, les testateurs, de se dire effectivement, il y a un moyen, c'est un moment important pour la collecte, mais c'est peut-être aussi un moment important pour tisser des vrais liens avec les gens qui nous soutiennent et d'être un peu sincère aussi dans nos relations. Voilà. Ouais, je vais rebondir aussi sur ce que dit Olivier. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on a fait. On a appelé tous les testateurs. Et oui, c'est clair. La perception, elle est excellente. Elle est excellente. Ils sont ravis qu'on s'inquiète de leur santé. Je pense que le lien, il était déjà fort, mais il s'est encore. Et c'est vrai aussi avec les grands donateurs. Et je dis que c'est vrai aussi avec les entreprises. Je parlais tout à l'heure des entreprises. Le fait d'abord, avant d'aller solliciter les entreprises pour solliciter des financements, mais déjà de voir comment ça se passe chez eux, de recommuniquer, de réapprendre à communiquer avec eux. Je pense que déjà, c'est un premier pas vers un futur mécénat, quoi. Et c'est vrai que je voyais une réponse d'ailleurs qui disait pour les entreprises, on a été contacté, c'est Elisabeth qui posait la question, on a été contacté beaucoup récemment.
par les entreprises. Effectivement, on a beaucoup d'appels qui arrivent. De plus en plus, quand je dis beaucoup, j'exagère peut-être. En tout cas, on a de plus en plus d'appels qui viennent. Et ça, c'est durant la crise du Covid. C'était pas avant. Parce que là, je répondais à une des questions qui était posée. Merci Vincent. J'ai vu qu'il y avait aussi une question sur quand la crise sanitaire met en lumière notre cause et qu'on a un argumentaire de fond qui apporte une solution au problème, comment prendre la parole de façon percutante quand on a peu de moyens? Si vous avez peut-être des conseils à apporter pour une petite association. Alors, j'ai répondu, moi, que je conseillais d'essayer de faire des RP, c'est-à-dire et pourquoi pas de placer un expert sur un plateau, puisque en ce moment, il y a que ça, et qui cherche aussi un peu à renouveler les intervenants. Donc, je pense que c'est sans doute plus facile si effectivement le sujet est relié d'avoir cette opportunité-là, qui permettrait d'avoir un éclairage sur la cause et ou l'organisation, de pouvoir relayer ça aussi sur les réseaux sociaux, parce que il faut profiter de la viralité si on n'a pas les moyens de propager soi-même, de diffuser soi-même son message. Ouais, je suis d'accord. Nous, on a vraiment essayé de faire un travail aussi avec le pôle plaidoyer et les RP, ouais, pour être présent aussi un peu en presse. Merci Marie-Ève. Et la perception sur les réseaux sociaux, a priori, alors en France, je ne sais pas si on le mesure encore bien, en tout cas en Angleterre, est meilleur. Les résultats des campagnes de promotion de pub sur Facebook notamment sont meilleurs qu'ils ne l'étaient avant la crise. Donc, de même que le téléphone est un canal intéressant, on peut penser quand même qu'il y a un enjeu fort aujourd'hui à aller chercher de la promotion sur les réseaux sociaux, quoi. Et puis, pensez à diffuser vos contenus de fond. Certains sont à l'arrêt, ne peuvent pas travailler, ont du temps. Si vous avez des documentaires, si vous avez ou des ressources pédagogiques, hein, les parents sont aussi à la recherche de ça. Enfin, d'autres contenus qui ne sont pas que des contenus qui sont porteurs d'un message de collecte de fonds, c'est aussi l'occasion de les repousser, même si vous les avez déjà promus auparavant. Parce que les audiences y seront réceptives. Et échanger aussi avec vos pairs si vous faites partie d'un réseau international. Alors nous, c'est le cas. On échange beaucoup et on s'échange les bonnes pratiques et on teste plein de choses. Donc ça, bien sûr, on continue à tester si on peut. Tester, c'est le maître mot du marketeur et du fundraiser. Et petit exemple, on a, nous, un des Greenpeace qui a testé un email qui disait aux gens, en fait, on comprendrait très bien que vous puissiez pas nous soutenir maintenant. Donc, si vous pouvez pas, ne le faites pas. Et ça a été un des meilleurs emails de toute l'histoire de ce Greenpeace-là. Donc, voilà, faut tester. Voilà. Yael, tu veux prendre la parole? Oui, je voulais simplement remercier nos intervenants, Marie-Ève, Vincent et Olivier, puis remercier les 300 participants qui ont assisté. Alors, on ne les voit pas, mais on les imagine. On s'imagine, par exemple, au FIAP et dans l'amphi et avec tous ces fundraisers assis pour vous écouter. C'est une des magies aussi de cette triste période qu'on vit. On découvre de nouvelles opportunités d'utiliser le digital et les outils qu'on a à nos dispositions pour garder le lien. Et à l'AFF, vous l'avez vu, on s'est activé pour justement préserver ce lien, préserver ces temps d'échange et de partage avec pas mal de choses. Hier, un webinaire où il y avait plus de 250 participants, aujourd'hui 300, une newsletter hebdo
pour garder le lien sur une actualité extrêmement dense. Un groupe Facebook également pour permettre d'échanger, de partager entre professionnels. Pour suivre vos conseils et être transparent sur la situation de l'AFF, c'est vrai que ça va être une année critique. On va avoir besoin de vous, on va avoir besoin de savoir qu'on est important pour vous, que vous voulez qu'on survive à cette phase difficile. Donc, on va aussi faire des appels à soutien financier certainement, pour préserver l'activité qui est fortement dépendante des grands événements de l'AFF. On a décidé, on n'a pas encore communiqué officiellement dessus, mais j'en profite pour vous dire que le séminaire de juin, le 19e quand même, sera une 19e édition pas comme les autres, puisque ce sera un séminaire 100% digital. On va essayer d'être le plus créatif possible pour préserver la qualité des échanges, la qualité de l'offre. Et puis, il y aura une partie de gratuité. Comme ça permettra à tous ceux qui peuvent pas habituellement participer, d'y participer. C'est aussi une belle opportunité d'ouvrir plus largement nos contenus. Mais on aura besoin aussi du soutien de ceux qui le pourront. Donc, on va devenir, les cordonniers mal chaussés vont devenir un peu mieux chaussés parce qu'on va être l'association française des fundraisers qui va faire du fundraising pour elle-même aussi. Donc, on comptera sur vous. Et en tout cas, merci d'avoir répondu présent. Merci d'avoir partagé encore une fois Marie-Ève, Vincent et Olivier. On finit cette 3e semaine de confinement ensemble. Après, comme tu le disais, cette phase de sidération, on pense à construire l'avenir. Et je pense qu'il faut rebondir sur le fait, ce qui a été dit plusieurs fois aujourd'hui et hier, il n'y a pas de cause qui soit moins légitime que d'autres. Donc, on est tous là pour des causes auxquelles on croit. Tout ce que vous faites n'est pas balayé du revers de la main par l'urgence du Covid. Tout persiste et les besoins seront grands demain. Ce n'est pas parce qu'on est sur des causes culturelles qu'on n'est pas légitime. Ce n'est pas parce qu'on est sur des causes internationales qu'on n'est pas légitime. C'est tous ensemble qu'on fait société et qu'on construira l'avenir